Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce numéro de Mise au point, votre magazine sociopolitique qui vous met au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo, tout comme ailleurs. Nous allons parler politique et la vraie politique ce soir. En tout cas, vous avez suivi, vous avez été nombreux, il a promis, il a réalisé. Le chef de l'État a parlé, Félix-Antoine Tshisekedi a prononcé un discours donc à la nation, à l'intention de tous les Congolais. Alors, quelle herméneutique, quelle interprétation donc pouvons-nous avoir de ces discours du chef de l'État? Est-ce que le chef de l'État a touché le nœud du problème? A-t-il répondu aux aspirations ou aux attentes du peuple congolais à travers son dernier message à la nation? En tout cas, nous en parlons avec un invité sur ce plateau. Et nous allons décortiquer, bien entendu, le contenu ou la quintessence de ce message du chef de l'État avec un invité. Il s'appelle Maître Soudi Alimassi. C'est un acteur politique. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Merci de vous retrouver sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier et de m'avoir invité. Maître Soudi Alimassi, acteur politique. De quelle tendance? Vous le connaîtrez bientôt. Jésus revient bientôt. Absolument, mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas de Jésus, mais vous le saurez. Merci. Vous avez suivi, en tant qu'acteur politique, le discours du chef de l'État. Dans quel état d'esprit l'avez-vous accueilli? Au fait, pour bien aborder la problématique du discours du chef de l'État, il faudrait d'abord que nous puissions circonscrire dans quel contexte le président de la République a pu prononcer ces discours. Tout le monde le sait, c'est à l'issue des événements qui se sont passés. Et je crois que si vous avez très bien suivi comme moi, il a essayé un peu de retracer la chronologie des faits. Mais il y a certains faits qui ont pu, comme une goutte d'eau qui a pu déborder les vases, c'est la prestation des serments des 3 juges. Et vous vous souviendrez comme moi qu'avant cette prestation des serments, il y a eu des orientations et des recommandations qui auraient été faites lors d'un conseil des ministres où le chef de l'exécutif national demandait au gouvernement de préparer la cérémonie et ainsi de suite. Nous avons suivi nous tous dans le compte rendu du conseil des ministres. Et certainement, nous avons aussi suivi le jour de la prestation des serments. Il y a presque la moitié du gouvernement qui n'était pas là, en commençant par le chef du gouvernement lui-même. Et à mon avis, c'est le fait qui a constitué la goutte qui a débordé les vases. Et c'est dans ce contexte que le chef de l'État a promis de parler dans 3 jours qui ont suivi. Et effectivement, le vendredi, il a prononcé son discours. Mais il y a eu des faits qui ont auguré l'attitude du président de la République. Moi, je me suis posé des questions. Pour tenir un discours vis-à-vis de la nation, est-ce que ceci demandait qu'on puisse reporter à une date ultérieure les conseils des ministres? Pour autant que nous sachions, nous tous, que les conseils des ministres se tiennent tous les vendredis. En tout cas, il a toujours tenu cet engagement. Pour la première fois qu'on n'a pas eu ce conseil de ministres. On n'a pas eu ce conseil, non seulement on n'a pas dit pour le vendredi prochain, mais il l'a dit pour une date ultérieure. Je ne sais même pas si le vendredi prochain, il y aura un conseil des ministres. Alors, qu'est-ce que vous insinuez par là? Alors, c'est dans cet état d'esprit que j'ai accueilli ces discours et je pense, à mon avis, que c'est quelque chose qui annonce beaucoup de changements. Alors, vous avez décrit un peu les circonstances qui ont émaillé le discours du chef de l'État, mais est-ce que, en tenant compte, bien entendu, de ces circonstances-là, est-ce que le discours tel qu'il a prononcé, est-ce que ce discours-là répond ou a répondu aux attentes de la population qui s'est préparée psychologiquement à voir peut-être un discours tout autre? Mais je pense qu'il faut d'abord bien entendre le français quand il est
Je m'excuse, moi j'ai fait les lettres avant de devenir avocat. Je crois avoir bien suivi le chef de l'État. Il a dit exactement ce que les gens attendaient qu'il dise, mais en d'autres mots. Je crois que vous avez suivi comme moi. Il a dit d'abord qu'il ne va pas transiger. Il ne va pas transiger sur toutes les questions qui portent sur l'intérêt supérieur de la nation. J'étais tiqué quand j'ai entendu ça. Et peut-être que je ne vais pas le reprendre exactement en ses propres termes, mais je prends peut-être les termes synonymes. Il a ajouté en disant et les temps même qu'il utilisait, il était plus des fois dans les passés simples, ou l'imparfait, ou le conditionnel. C'est un peu le temps qui a été utilisé dans le discours. Et en utilisant ce temps, il y a des choses qui étaient en train déjà d'être reléguées dans le passé. Je parle de ce que moi j'ai entendu. Tout à fait, c'est votre analyse personnelle. Alors, maître. les gens voulaient à ce qu'ils disent j'ai dissous le Parlement. Non, le Parlement... Alors, voilà, vous êtes arrivé là, exactement. On ne peut pas le dissoudre comme ça. Parce que ça vient de tout un processus dans lequel il fait partie. Mais il a dit quelque chose de très important. Les gens voudraient qu'il nomme un informateur. Mais il a parlé de l'informateur en d'autres termes. Quand il a dit qu'il va consulter les politiques, toutes les couches sociales représentatives, ça veut dire quoi? Les acteurs politiques et les couches sociales représentatives. Ça veut dire quoi? Et vous verrez, effectivement, il a parlé d'un informateur. Et les gens sont distraits. A-t-il utilisé un métalangage ou un langage qui n'a pas été accessible à tout le monde? Je crois que c'est une figure de style simple, c'est de l'ellipse. Il parle des choses et vous laisse à vous-même de deviner. Les faits qu'il ait dit. Et il a même ajouté à la fin, à l'issue de ces consultations, et d'ailleurs, dans les motivations qu'il a essayé d'évoquer pour ces consultations, il a dit que ça doit aboutir sur la politique du gouvernement. Quand on parle de la politique du gouvernement, alors que lorsque nous rentrons dans notre constitution, nous savons que le gouvernement, le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire, et cette majorité parlementaire qui constitue le gouvernement, et ainsi de suite, mais il dit il va consulter pour aboutir à une politique, une nouvelle politique du gouvernement. Et donc, les choses sont claires. Alors voilà, on va en parler très bientôt. Le temps pour moi de demander justement que la régie puisse nous balancer le premier extrait du discours du chef de l'État pour un peu le décortiquer à bon escient. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les parties signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections,
à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe. Construire la démocratie. Organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Renforcer l'état de droit. Bâtir nos infrastructures. Assurer la santé à nos populations. Garantir l'éducation de nos enfants. Donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. Voilà, vous avez suivi avec moi un extrait du discours du chef de l'État. Alors, quand il parle de la coalition, en utilisant ce que vous venez de dire, le temps comme l'imparfait, est-ce qu'on peut dire que Félix Tshisekedi a désavoué la coalition FCC Cash, puisque plus tourné vers les divergences, hein, ce sont ces termes, selon vous? À mon sens, je préfère être clair. Ceci va même de pair avec ma culture de dire ce que je considère être la vérité. Le chef de l'État a tout simplement annoncé la rupture de la coalition. Parce que si vous l'avez bien suivi, il a essayé d'évoquer ce qui les divise. Ce qui divise les deux pôles de la coalition. Il les a énumérés de manière même exhaustive. Et il a ajouté à la fin que le peuple ne pardonnera pas les animateurs de la chose publique, les dirigeants qu'ils sont, la classe politique, en justifiant les accords. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit en introduisant qu'il utilisait déjà l'imparfait. Ou l'imparfait, le passé. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une page qui est en train d'être tournée. Et les gens ne font pas attention. Il y a une page qui est en train d'être tournée. Et cette page ne va pas être tournée si facilement que ça. Il y a des conséquences logiques liées à cette... Absolument, absolument. Et ces conséquences doivent être institutionnelles. Et c'est pour ça que je l'ai entendu dire qu'il devra passer par ces consultations. Et il a même parlé d'un large consensus. Ça veut dire qu'il faut aller vers les autres. Et je suis en train de soupçonner peut-être les rappels des autres qui sont en dehors des règles du jeu aujourd'hui. Mais parler des consultations, alors là où les gens ne comprennent pas très bien, c'est que c'est un chef de l'État qui a été élu au suffrage universel, c'est-à-dire il a le mandat du peuple. Maintenant, il peut agir librement, mais il va convoquer encore la classe politique et les couches de la population les plus représentatives. Pour quelle fin encore? Est-ce qu'il se remet en cause, en doute, pour prendre une décision quelconque? Est-ce que ces consultations sont-elles prévues par la Constitution ou dans la Constitution du pays? Je vous ai parlé d'un processus qui est purement constitutionnel. Le chef de l'État a parlé de l'informateur en d'autres termes. Quand il a parlé de couches représentatives, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont des élus, non? Et parce que l'actuel gouvernement a été mis en place, il n'y avait pas un informateur officiellement nommé. C'était un constat des deux groupes en coalition. Vous voulez lui faire dire ce qu'il n'a pas dit? Il a dit, lui va consulter, il va entamer les consultations. Le chef de l'État n'a pas nommé quelqu'un pour le faire Jacques, nous à sa place. décortiquons le message du chef de l'État. Oui. Il a parlé du large consensus.
Et dans ce large consensus, il a dit il va consulter toutes les couches représentatives. Qu'est-ce que vous comprenez par couche représentative? Vous verrez, les gens de la Mouka seront consultés, les gens du MLC seront consultés. Les confessions religieuses seront consultées. La société civile. Oui, puisque ils n'ont pas de députés, les confessions religieuses, mais elles seront consultées. C'est ce que vous croyez. Donc, dans votre entendement, ça s'écarte un peu de votre logique. Ils ont de l'influence sur certains indépendants ou quoi, ou qui sont dans cette Assemblée nationale. Ne vous en faites pas. Et les confessions religieuses, en ce qui concerne les questions des élections et autres, donneront toujours leurs avis. Mais en ce qui concerne la politique, la mise en place du gouvernement dont il a fait allusion. Et il a bien dit, le peuple ne pardonnera pas la classe politique sur cela. Les mots étaient clairs. En tout cas, pour moi, nous sommes passés directement dans une phase de consultation conformément à la mise en place d'un informateur. Et il l'a dit à l'issue de ces consultations, il va revenir avec un autre discours au niveau de la population. Vous croyez que ça sera quoi? C'est pour informer la population, voilà, nous avons décidé de faire ça, ça. Et il a dit qu'il ne va pas, et peut-être qu'on va voir la deuxième partie de son discours, il va exclure aucun cas de figure. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Je m'imagine qu'au cas où l'informateur ne réussit pas à sortir notre majorité, nous pouvons même assister à la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà, on poursuit les analyses sur ce plateau, à décortiquer le discours. Mais alors, le chef de l'État a dit exactement ceci: l'État de droit vient d'être conforté par le serment des 3 juges constitutionnels. Alors, en tant que juriste, vous êtes un avocat, et croyez-vous que le seul critère ou parmi les critères pour déterminer, dire de la RDC qu'elle est aujourd'hui un état de droit, c'est le serment des 3 juges constitutionnels? Faudra-t-il le considérer comme tel? Je pense que dans le sens où le nombre de juges exigés par la Constitution était incomplet, dans une cour qui est à la fois les juges pénals du chef de l'État, il y avait de quoi s'inquiéter. Je crois que comme juriste, je pense qu'une institution de plus grande importance comme celle-là, sans que le nombre de juges exigés par la Constitution soit atteint, ça veut dire qu'il y avait une paralysie. Et le fait de combler le nombre de quelle manière de ces juges-là, de quelle manière? Tout simplement de manière controversée, il faut le dire, de combler de manière controversée. Au fait, ça c'est un débat purement scientifique. Il faudra voir à quel niveau il y a légalité et à quel niveau il y a violation de la légalité. Et pour le moment, je n'aimerais pas qu'on ouvre cette brèche, parce que c'est toute une émission que nous devons faire pour cela. Mais vous dites qu'on analyse les discours du chef de l'État. Mais il a parlé de l'État de droit, effectivement. Si nous avons une cour constitutionnelle qui est incomplète, et le rôle que ça joue. Aujourd'hui, j'ai vu les députés aller déposer une requête pour l'interprétation de l'article, je crois, 158 ou quelque chose comme ça, concernant la même question. Mais je me pose des questions, comment cette cour pouvait analyser cette requête-là, alors qu'elle était incomplète? Donc il faudrait absolument, pour bien asseoir tous les éléments de l'état des droits, il faut qu'il y ait les outils aussi de cette. Donc selon vous, cette démarche-là menée par les députés FCC, c'était une erreur d'appréciation quand ils savaient déjà que le quorum n'était pas atteint. Une démarche républicaine, très très bonne démarche, mais seulement en allant la déposer, il devait savoir que la cour était incomplète. Donc, à ce jour, donc il ne fallait pas déposer. À ce jour, ce sont les mêmes juges qui vont analyser cette requête. En d'autres termes, il ne fallait pas déposer cette requête. Absolument, parce que il y avait une paralysie au niveau de l'institution. Alors, on va suivre un dernier extrait du discours du chef de l'État, là où il annonce effectivement les concertations telles qu'évoquées dans cette émission. Si la régie est en complicité avec nous, on va suivre cet extrait du chef de l'État. L'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de 3 juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction
un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ce qui précède, et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Voilà, de retour sur ce plateau, Maître Soudia Limassi, nous avons suivi le chef de l'État et refondation qui va convoquer les concertations et qui va consulter pour la refondation de l'action gouvernementale. Alors, on sait que quand le chef de l'État consulte, n'est-ce pas, c'est en vue peut-être d'un référendum, c'est à la veille des élections, mais là, il consulte pour une action, la refondation de l'action du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans la démarche, selon vous? Il n'y a pas de contradiction. Je vous ai dit que c'est les Français qu'il était en train de parler en français. Et il n'a pas voulu sortir les mots habitués à être utilisés par tout le monde. Le chef de l'État a tout simplement utilisé une autre figure de style. Et je vous ai dit clairement, si vous avez très bien suivi encore la dernière partie, le chef de l'État est en train de tourner une page. Et à ce sujet, il a décidé d'entamer des contacts avec des forces politiques et sociales représentatives. Il faut bien suivre le terme. Et à l'issue de ces contacts, d'ailleurs, il a même fixé un objectif pour la refondation de l'action gouvernementale. Alors, selon vous... Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Mais c'est constituer une nouvelle majorité, identifier parmi ces forces représentatives celles qui peuvent d'abord basculer l'actuelle majorité. Donc, il veut procéder à un débauchage, c'est ça? Parlons, disons ça clairement. Le chef de l'État veut débaucher. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, mais certainement, il y en a qui vont se faire débaucher. Vous poussez les élus à traverser la rivière. Ceux qui étaient, par exemple, au FCC, faire en sorte qu'ils deviennent Je dois cash. vous avouer que de tous les côtés, il y a des aigris. De tous les côtés, il y a des aigris. Et ici, si les consultations, les contacts sont les plus ouvertes possibles, ce n'est pas exclu qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent traverser.
Et il a ajouté en disant qu'après ces consultations, il va revenir au niveau de la population pour lui donner un autre message qui n'exclut pas tous les autres cas de figure. Ça veut dire que s'il ne réussit pas à constituer une nouvelle majorité parlementaire, donc il est exposé à continuer au même rythme, avec les mêmes acteurs, avec qui il y a eu trop de divergences. La coalition a entraîné beaucoup de divergences. Et automatiquement, il va passer à une autre vitesse qu'il n'a pas aussi dit, mais que j'essaie de vous les communiquer, c'est la dissolution. La dissolution, de l'Assemblée. ce n'est pas si facile que ça. Ça peut emporter tout le monde. Qu'est-ce qui prouve que une fois dissous, il se tapera une majorité parlementaire à l'issue de ces élections qui doivent être organisées dans les 3 mois. Il est les garants de la continuité de la vie publique, et certainement qu'avec les nouvelles élections, peut-être qu'il peut se taper une nouvelle majorité parlementaire. Mais je ne pense pas qu'on pourra en arriver là. Mais actuellement, ce qui est pratiquement faisable, c'est à l'issue de ces consultations, qui est certainement une nouvelle majorité qui peut se décider. Alors il parle de l'union sacrée. Si au moins il arrivait à organiser ou à obtenir cette union sacrée, et réfléchissons un peu, ou supposons que ceux qui sont à l'étranger puissent revenir, que ceux qui ont été frustrés puissent trouver leur compte. Mais ça va amener quoi exactement dans l'action du gouvernement? Mais il l'a dit que, en d'autres termes, qu'il a été bloqué dans le cadre de la mise en place de son programme du gouvernement, qui devait passer par, normalement, si c'était un gouvernement homogène, où il y a un chef de l'État, un premier ministre qui sont tous de la même famille politique, les choses passeraient facilement. Mais à l'entendre parler, c'est comme si il y a un blocage quelque part. Et il a évoqué les divergences. Et ces divergences portent sur la vie même de la nation. Lorsqu'il parle de tout ce qui est diplomatie, il parle de entreprises publiques, il parle de la territoriale, il parle de tout. Si vous voyez dans tous ces secteurs, on n'a pas encore nommé aujourd'hui. Ça veut dire que les coalisés ne s'entendent pas. Et le fait qu'ils ne s'entendent pas, ça bloque la machine publique. Alors, ne marche oui. pas. L'appareil étatique est constipé. Est malade, constipé. Et donc, il a trouvé mieux de passer par... Et c'est 2 ans après que le chef se rend compte que la machine est grippée. Mais est-ce que vous avez bien suivi le discours du président? Quand il utilisait l'imparfait, les temps, je parle de l'imparfait, les temps. Ça veut dire il croyait, il a fini par dire malheureusement. C'est le constat que j'ai pu faire, parce que nous sommes en train de décortiquer ces discours. Et donc, à l'issue de tous ces constats-là, il a quand même décidé de consulter. Alors, dans l'entretemps, ou de l'autre côté, le FCC a opté pour une cohabitation. Et il y en a qui pensent que le discours du chef de l'État, tel qu'il a prononcé, c'est une fuite. Il ne veut vraiment pas qu'il y ait cohabitation entre lui et la coalition majoritaire au Parlement. Oui, c'est-à-dire que si j'ai bien suivi aussi par les réseaux sociaux la position du FCC, qui est confortablement majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, conformément à la Constitution, le FCC est prêt à aller dans la cohabitation. Parce que ça va demander tout simplement l'application des dispositions constitutionnelles. Ils auront un premier ministre, ils vont faire leur propre gouvernement, ainsi de suite. Mais ça aussi, il faudra absolument que le FCC échappe au processus qui vient d'être initié par le président. Mais est-ce qu'ils seront consultés par le chef de l'État selon vous? Ou est-ce qu'ils accepteront d'être consultés? En entendre parler le président de la République, je ne le vois pas consulter le FCC. Mais le président de la République va consulter les membres du FCC. Parce que le FCC, c'est aussi un rassemblement des regroupements et partis politiques. Vous avez suivi, j'ai vu dans la plénière un des anciens membres du FCC, le professeur Bahati Lukwebo. Mais il était déjà là, il était là comme sénateur, et je crois que tous les députés qui l'ont suivi étaient aussi dedans. Et je pense que cette consultation ne va pas se faire. Donc ça ne concerne pas directement le Front commun pour le... Je ne m'imagine pas, parce que tel que j'ai suivi le discours,
ça ne va pas prendre l'allure de consulter les grands ensembles. Mais il va certainement cibler les groupes représentatifs dans lesquels font partie des regroupements et des partis politiques. Et afin de les affaiblir davantage et puis éventuellement tirer quelques députés qui vont constituer la majorité. Non, il a parlé des contacts. C'est pas venu les défendre, nous sommes venus décortiquer les discours du chef de l'État. À mon avis, il va les contacter. Et ceux qui sont prêts à traverser, ils vont traverser. Et il y a d'autres qui n'ont été dans l'un ou l'autre camp, qui sont dans les camps de l'opposition aujourd'hui, qui peuvent rejoindre cette union sacrée. Si vous étiez député national, après tout ce qui s'est passé ici, certainement vous auriez traversé vous aussi. Non, ma position, je la donnerai après consultation. Mais sinon, je serai d'accord pour me faire consulter. Alors, Maître Soudi, au regard de tout ça, de cet environnement, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une crise politique ou une crise institutionnelle en République démocratique du Congo? Oui, il y a une crise. Il y a une forte crise. Parce que ce que vient d'annoncer le chef de l'État, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ça va bouleverser toutes les autres institutions si et seulement si les choses n'aboutissent pas de la bonne manière. Et tel que j'ai suivi, tel que j'ai vu annoncer comme élément clé dans ces discours, et si le chef de l'État parvenait à les mettre totalement en application, dans un cas de figure comme dans l'autre, ça risque de perturber le fonctionnement de toutes les institutions. Ou carrément, nous allons participer à une autre forme de fonctionnement de l'État. Parce qu'il a parlé des élections. Ces élections-là, pour arriver à trouver les solutions qui sont posées aujourd'hui, il faudra qu'on ait un Parlement à travers lequel le consensus dont il cherche autour des élections puisse passer par la réforme des lois. Il a parlé du gouvernement. Pour une nouvelle vision du gouvernement, il faut que ce soit une vision qui soit en dehors de l'actuelle coalition. Pour obtenir une nouvelle vision du gouvernement. Et cette nouvelle vision du gouvernement est la conséquence logique d'une nouvelle majorité parlementaire à travers laquelle ces idées qui viendront de cette concertation pour cette nouvelle union sacrée puissent passer par ce gouvernement. Et à la suite de tout ça, les autres conséquences vont suivre pour élaguer point par point les divergences qui ont constitué les points clés de ce qui Et a le Front poussé commun pour les le chefs Congo à d'État. ce moment-là, ça deviendra quoi dans cette logique? Je pense que si le Front commun pour le Congo parvient à se maintenir, ou parvient à maintenir sa composition en termes de 250 plus 1 au sein de l'Assemblée nationale comme majorité parlementaire, à ce moment-là, ceci peut contraindre le président de la République à voir les choses autrement. Est-ce qu'on peut penser aussi à une autre, en fait, une nouvelle concertation, FCC et le chef de l'État, ou une autre vision Ce n'est pas exclu. d'une coalition un peu plus raffinée, un peu Ce plus... n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu si, entre-temps, pendant la durée de ces concertations, les deux autres autorités de la coalition décidaient de regarder vers une autre direction et ils parvenaient à se faire suffisamment de concessions sur le point de divergence. Je pense que les choses peuvent aller autrement. Mais je ne suis pas très sûr sur cette voie-là après avoir entendu ces discours. Parce que c'est un discours, pour moi, qui vient de donner des positions claires sur un certain nombre de questions qu'on s'est posées. Par exemple, en ces jours, à moins que je me trompe, je sais que à l'issue de cela, il n'y aura plus de réunions entre les deux partis en coalition pour aplanir telle ou telle autre divergence. Il n'y en aura plus. Parce que ceci est remplacé automatiquement par les contacts qui vont commencer, comme l'a dit le président de la République, dès la semaine prochaine. Le deuxième élément, lorsqu'on cherche un consensus beaucoup plus élargi, au niveau des forces politiques et sociales représentatives, donc pour le président de la République, il ne voit plus l'actuelle majorité parlementaire. Donc il faut regarder à une autre direction et pratiquement
trouver d'autres voies de sortie. Alors, je pose une dernière question très rapidement. Avez-vous foi à l'avenir de la République démocratique du Congo, avec tout ce qui se passe? Oui, oui, on a déjà assisté au pire que ça. Je pense que ce que les gens attendaient, même si les chefs de l'État disaient j'ai dissous le Parlement, je crois que psychologiquement toute la population était déjà prédisposée à s'y porter le coup. D'ailleurs, beaucoup déjà attendaient ça. Mais moi, je pense que si c'est pour mieux faire, parce que la République n'est pas faite seulement pour nous qui portons des cravates ici à Kinshasa, nous entrons dans les bureaux climatisés et tout ça. Tous nos frères qui sont là-bas, à Moneditou, je ne sais pas, à Kasumbalesa, à Buta, à Irumu, ce sont des gens qui ont besoin aussi de vivre comme il faut. Des enseignants ou je ne sais pas, des fonctionnaires qui ont besoin de vivre comme il faut. Mais il ne faudra pas que, à un certain niveau, qu'il y ait une classe politique, une élite qui se donne le droit de... Non, mais je crois qu'il faut que les choses aillent dans le sens où toute la population peut se retrouver en position de jouir de ce que la République peut produire. Je pense que nous allons insister à tous ces scénarios-là et à un moment donné, nous allons trouver une voie de sortie. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre livraison de mise au point de ce jour. Nous recevions pour vous Maître Soudi Alimassi, acteur politique, bien qu'il n'a pas précisé sa tendance, il a promis. En tout cas, avec lui, nous avons décortiqué le discours du chef de l'État. Vous avez suivi son analyse. C'est une analyse personnelle. En tout cas, d'autres acteurs sont aussi appelés à apporter leur savoir-faire par rapport à cet exercice que nous nous donnons chaque lundi. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Au revoir.